J'arrive chez moi, 1 heure après, j'étais au CHU. Fin des hostilités. Donc, la vie professionnelle s'est arrêtée en chemin. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Inclusifs. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 personnes, donc Félix, Vanessa et Valérie, avec qui on va échanger sur leur propre vie. La thématique du jour, c'est héros de sa propre vie. Merci à vous d'être avec nous et bienvenue dans cette émission. Merci. Merci. Avant toute chose, je vais vous donner une définition de l'inclusion, donc une définition qu'on a créée ici à Distance Service, et je vous laisserai réagir l'un après l'autre si vous le voulez. L'inclusion a pour objectif de permettre à chaque personne unique et entière d'avoir les moyens nécessaires de participer pleinement à la société en tant qu'acteur valorisé et respecté selon le principe d'équité. Le concept d'inclusion s'applique à tous et repose sur la volonté de participation réciproque de chacun, ainsi que sur l'adaptation de l'environnement à la personne et non l'inverse. Vaste définition. En effet. Qui c'est qui veut réagir ? Moi, après, je trouve que c'est bien de savoir que voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas, et de faire une définition pour essayer de changer les choses, d'adapter justement, de s'adapter en fait face aux différentes personnes, du coup. Donc, et puis d'essayer de promouvoir justement ce concept-là, pas juste aux entreprises adaptées justement, mais à toutes les entreprises en fait, à toutes les différences. Merci. Valérie, Félix ? Non, je pense qu'elle a tout dit. Oui, je vais rajouter un peu à ce qu'elle a dit. Je pense que, tel que la définition le dit, nous sommes tous amenés à intervenir dans cette société. Ça me rappelle un peu l'histoire du colibri que vous nous avez raconté. L'histoire du colibri qui avec son bec, sa goutte d'eau, éteignait un feu. Donc, ce qui veut dire que chaque personne est utile dans la société. Donc voilà, on apporte un peu de nous, chacun apporte un peu de lui-même, et puis voilà, si on peut faire avancer des choses, notamment sur notre handicap, moi je trouve que c'est très bien, c'est très bien. Pour présenter l'histoire du colibri, pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est l'histoire en fait d'un habitat, en fait une forêt qui brûle, et tous les animaux sont un peu circonspects par ce qui se passe et ne réagissent pas. Et le petit colibri va chercher de l'eau et puis il va essayer d'éteindre le feu avec ses petits moyens en fait, et il y a un tatou en fait qui lui pose la question pourquoi tu t'énerves comme ça pour éteindre le feu, ça ne sert à rien, et le colibri va lui répondre que je fais ma part. Voilà. Que moi je connaissais pas, je comprends le concept, c'est un peu comme voilà, mettre sa pierre à l'édifice ou autre, mais cette histoire là en elle-même je la connaissais pas, et c'est vrai que je trouve que c'est bien dit, et ça fait réfléchir en fait, pas forcément que sur l'inclusion, sur plein d'autres concepts, tout bête, l'écologie, l'environnement, voilà, que chacun a sa part, peut faire sa part pour que on arrive à quelque chose de plus grand en fait, tous ensemble, du coup. C'est une belle histoire à faire découvrir. Du coup. On va parler un peu de vous maintenant. Je vais vous laisser nous raconter un peu qui vous êtes, un peu votre parcours de vie, et puis qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici aujourd'hui. Félix ? Alors, moi, comme je suis dyspraxique, j'ai vécu, je suis né avec mon handicap, et donc ça a souvent été au niveau de mon parcours, ce qu'on peut appeler un parcours du combattant. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est que la dyspraxie ? Donc, en tout cas, ce que ça entraîne ou ce que ça entraîne dans votre quotidien. Oui, et il existe plusieurs sortes de dyspraxie. Donc moi je suis dyspraxique visio-spatial, c'est-à-dire que j'ai du mal à me repérer dans l'espace et le temps. Et au niveau motricité, au niveau des mains, de la pensée et du geste, je vais mettre plus de temps. Et chaque geste que je fais, je dois le penser avant de le faire.
par exemple, pour les lacets, un exemple très concret, c'est au niveau des lacets, faire ces lacets, ça a mis beaucoup de temps, et parce que je devais penser à faire le geste et le faire. Parce qu'on a échangé là-dessus. C'est vrai que quand on apprend à faire ses lacets, à force on l'automatise le geste. Ouais. On n'a plus besoin d'y penser réellement. Ouais. Et vous êtes obligé en fait de penser chaque mouvement, chaque geste. Ouais. Et ça pour tous les gestes. Ouais, de la vie tous les gestes du quotidien. Ouais. Et du coup, comment ça s'est traduit après, notamment vous disiez un parcours du combattant, comment ça a pu se traduire dans vos scolarités notamment? Dans la scolarité, c'est par exemple pour mettre en place des aménagements. Des fois, mes parents, ils ont dû batailler un peu pour faire bouger les choses, enfin, pour qu'il y ait des aménagements dans l'établissement, enfin, au niveau des cours. Et c'était quel type d'aménagement? Par exemple, les cours sur clé USB pour mon ordinateur. Vous travaillez du coup principalement sur ordinateur, Oui, même à l'école? Oui. C'est à partir du CM1 que j'ai pu avoir un ordinateur. Je crois même que c'était au cours du CM1, ouais. Parce qu'au début du CM1, j'ai eu une AVS, donc une aide de vie scolaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc... Comment elle vous accompagnait cette AVS? Elle devait retranscrire ce que je lui dictais. D'accord. Ouais, donc elle t'accompagnait vraiment toute la journée. Oui. Sauf à partir du collège, ça a été un peu plus compliqué parce que je pouvais plus avoir une AVS à temps plein. Je pouvais l'avoir que en mi-temps. Et du coup, vous avez été jusqu'à où après? À l'école? Jusqu'au lycée. Et au lycée, j'ai principalement travaillé sur ordinateur comme au collège. Merci Félix. Je vous en prie. Vanessa? Oui. Qui êtes-vous? Alors moi disons que c'est pas du tout comme Félix, en fait c'est pas du tout un handicap de naissance. Ça s'est déclaré vraiment je dirais avec les aléas de la vie en fait. Après le lycée j'ai commencé en fait des études en fait un brevet professionnel de libraire, parce que voilà, les lectures c'était un peu toute ma vie, et en fait c'était une entreprise voilà sur Paris avec l'école sur Paris, l'entreprise sur Auxerre, et c'est vrai que être coupé comme ça dès 18 ans de toute ma famille, tous mes amis, ça a été un peu trop d'un coup en fait, donc j'ai dû arrêter, et à partir de là voilà reprise, enfin un petit peu remise en question. C'est vrai que c'était compliqué de se dire j'ai voulu faire ça, enfin j'avais cette idée là depuis déjà un moment, et là maintenant qu'est-ce que je fais, à quoi vais-je dédier ma vie, on va dire. Et donc c'est là qu'ont commencé à apparaître certains symptômes, jusqu'au diagnostic en fait de l'anxiété généralisée du coup, plus voilà des périodes de dépression on va dire. Et c'était en même temps ça a été un soulagement d'avoir un diagnostic, enfin de poser des mots on va dire sur tout ce qui m'arrivait, parce que voilà, on se dit est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que voilà quoi. Et à cette période-là en fait je reprenais mes études justement en BTS tourisme, plus en travaillant à temps partiel à côté, donc ça a été vraiment compliqué d'allier les deux, plus mon handicap, de gérer tout ça en fait. Voilà, c'est la gestion, la fatigue, ce genre de choses, et ça a entraîné pas mal de difficultés, de remise en question, d'adaptation justement. Du coup, quelles étaient ces adaptations que vous avez pu mettre en place? Justement, au bout de la première année, en fait, j'ai dû arrêter de travailler, parce que justement, c'était trop important dans mon emploi du temps, qui était déjà pas mal chargé avec l'école, on va dire, et ça me laissait en fait aucun temps à côté justement pour essayer de déstresser, de décompresser, ou même
c'est tout bête, les examens médicaux ou autres. Et donc du coup voilà, la dernière année a été aussi compliquée du coup parce qu'à côté de ça j'avais en plus une certaine maladresse, donc il y avait des blessures à côté aussi qui pouvaient être liées justement à ça, mais voilà, donc les examens médicaux ont été enchaînés, voilà, psychologue pendant un certain temps, donc ça faisait pour moi en tout cas à ce moment-là, ça faisait beaucoup de choses à gérer. Il y avait aussi le regard des autres, tout simplement, parce que moi j'ai toujours travaillé depuis toute jeune. En fait, mes parents ont eu un commerce quand j'avais 10 ans, et j'ai participé avec eux en fait dès mes 10 ans avec un contrat de travail à partir de mes 14 ans, mais voilà, c'était l'entreprise familiale. Et même à partir de là, voilà, j'ai toujours essayé de travailler, même dans les périodes un peu creuses. Et donc du coup là, être on va dire diminué, ne pas pouvoir travailler ou autre, j'avais l'impression de lire dans le regard des gens, fainéante, ce genre de choses, même dans le regard c'est de ma famille, hein, voilà, alors que pas du tout en leur posant la question, mais même moi je me disais, mais avant le diagnostic, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, est-ce que je suis en train de devenir justement comme ça, alors que pas du tout, on va dire. Il fallait casser toutes ces représentations qu'on peut avoir. C'est ça en fait, oui. C'est pas parce que voilà, une personne ne peut pas faire toutes les choses qu'une autre peut faire qu'elle est forcément fainéante ou ne veut pas tout simplement le faire. Voilà. C'est juste qu'il n'y a pas la capacité à ce moment-là de pouvoir le faire. Donc après voilà, j'ai terminé malgré tout mes études, et à ce moment-là voilà, ça a été de retrouver un travail, d'essayer d'allier justement cette maladie avec le travail, ce qui s'était plutôt bien passé au début, mais au bout d'un certain temps voilà, il y avait toujours cette fatigue en fait chronique, c'est toujours ces rendez-vous médicaux qu'il fallait inclure en même temps dans son emploi du temps, donc c'est pour ça qu'en fait au bout d'un certain temps le temps plein en fait 35 heures ne me convenait plus. C'était c'est tout bête, mais rien que d'envisager de faire un 35 heures dans un emploi, ça me crée de l'angoisse. Voilà, ça crée déjà une angoisse de savoir que de 9h à 17h je serais au boulot, le temps de sortir, enfin je calculais tout en fait, je savais que pendant 10-11 heures je serais pas chez moi à faire autre chose, et rien que de l'envisager ça me fatiguait déjà en fait, c'était assez angoissant. Et pourtant j'ai essayé de persévérer, parce que malgré tout, pour pouvoir j'ai envie de dire vivre décemment à 35 heures, c'est quand même un peu la base. Mais voilà, au bout d'un moment, à force d'essayer et de ne pas pouvoir aller au bout des choses, j'ai dit non, là il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me correspond, même si à côté ce sera compliqué, mais voilà, on peut pas continuer comme ça et aller vraiment au point de rupture, on va dire. Donc ce qui m'a amené également à ce moment-là jusqu'ici en fait, où voilà, je peux enfin faire un métier à mon rythme, on va dire, du coup. Ok, merci. Valérie, qui êtes-vous? Valérie, je suis un homme atypique. Ça. Non, mais ça fait que 5 jours que je te connais, déjà, on le sait déjà. Non, je suis un être atypique, c'est-à-dire que je suis arrivé en France à l'âge de mes 20 ans. Bon, moi, j'ai traîné un peu à l'école, j'ai passé mon baccalauréat ici, mon BTS, et puis après, je suis allé au service militaire. Service militaire, j'ai travaillé sur Paris. J'ai eu une vie professionnelle dynamique. J'ai travaillé sur Paris, j'ai travaillé en hôtellerie-restauration. Et en 97, je suis revenu sur Parthenay, à 50 km d'ici, parce que j'avais mon premier fils, et je suis resté. Et puis en 2001, je passe de permis poids lourd, mes permis poids lourd, c'est-à-dire lourd et super lourd. Je côtoie la France, je fais du national, de l'international. Et puis un jour, j'assiste à une soutenance de thèse d'un monsieur, et puis je me dis, mais je suis venu en France pour faire quoi? Je suis venu faire l'école. Voilà comment je repars à l'école supérieure d'agriculture à Angers. Et lorsque je vais faire ma soutenance sur Rennes, il y a
Il y a une école qui m'appelle, me dit, Monsieur Amboire, vous voulez être enseignant à la conduite? Je dis oui. Il dit, vous pouvez être sur Paris lundi? J'ai dit non, lundi, je soutiens. Par contre, je peux être mercredi sur Paris. Donc, mercredi, je me retrouve et c'était à c'était à l'AFTF Team à Rungis. Donc, je fais une formation en interne. Je sors enseignant à la conduite, poids lourd. Mais c'est une formation en interne, elle n'est pas diplômante. Je commence à enseigner sur Paris. Enfin, je suis affecté à Gare au Nord. Gare au Nord, enfin, j'enseigne à Gare au Nord, j'enseigne à Aubervilliers. Et puis dans le sud de Paris. Puis après, je reviens. Un jour, ma fille m'interpelle, me dit, mais papa, pourquoi tu vas toujours travailler à Paris? Tu peux rentrer, tu peux aussi faire comme les autres papas, tu pars le matin, tu rentres le soir. Voilà comment je reviens sur Paris, sur Poitiers, et je reprends la route. Et puis après, paf, une autre opportunité qui se pose chez l'ECF. Et je travaille chez l'ECF à Saint-Georges-les-Baillargeaux. Sauf que là, il se pose un problème. Je n'ai pas ce qu'on appelle le BP Caser pour enseigner. Mais je ne fais que des formations. Je ne peux pas enseigner au tableau, c'est dans le véhicule. Et l'intérim se termine et je reprends la route. Et puis voilà, un jour de mai 2015, je crois que c'était le 23 mai 2015, au retour du travail, je viens de la frontière espagnole, je viens de Pamiers. J'arrive à l'entreprise, je veux laver mon véhicule et puis je me dis non, il est propre, je vais le laver lundi. J'arrive chez moi, 1 heure après, j'étais au CHU. Fin des hostilités. Donc, la vie professionnelle s'est arrêtée en chemin. Je suis au CHU, j'ai fait 1 an au CHU de Poitiers et après, je suis à Saint-Charles. Et de Saint-Charles, je commence à me renseigner sur l'AVC. Pourquoi? Parce que je vois la structure, l'organisation de la structure, comment est-ce que ça se passe. Les patients sont très bien entretenus. Je prends les plans de l'entreprise. Et je commence donc à me renseigner sur les associations qui s'occupent des personnes atteintes de l'AVC dans la Vienne. Et il n'y en avait pas. La seule association se retrouvait en Charente-Maritime, je crois, du côté de Saintes. Et je les contacte, ils me disent non, rapprochez-vous de la société Mère France AVC. Je les appelle, ils me disent en effet, dans la Vienne, il n'y en a pas. On cherchait même des personnes pour monter l'association France AVC Vienne. Voilà comment je me rapproche du professeur No, avec qui je monte donc l'association France AVC Vienne, dont je suis secrétaire général aujourd'hui. Mais avant ça, au sortir de l'école supérieure d'agriculture d'Angers, j'ai donc créé une autre association qui s'appelle ASADA. ASADA, bon, qu'en 2011, je vais au Cameroun, je présente l'association. Ici en France, j'ai fait des soirées récréatives pour financer l'association. Et puis pouf, bon là, le bonhomme, il a fait un AVC avec rupture d'anévrisme, tout ça. Ah, du coup, tu avais déjà cette association Elle existait déjà, oui, D'accord. depuis 2008. Et dans l'association, tout s'arrête. Bref, c'est la vie qui s'arrête en fait. C'est la vie qui s'arrête. Et on se retrouve personne handicapée. Ce qui n'était pas prévu. Et comment faire donc? Bon, j'ai plusieurs coups qui m'arrivent. Bon, il y a une séparation maritale, machin. Donc, bref, ce que j'ai vu au sein de l'association France AVC, des personnes qui mariées se séparent parce qu'elles n'acceptent pas l'autre, l'handicap de l'autre. Et ça, je crois que c'est tout un chacun de nous qui n'arrive pas à accepter que moi, elle est en forme, elle a son partenaire en forme. Et puis du jour au lendemain, cette personne est handicapée. L'acceptation. L'acceptation, ça passe pas. Moi, j'ai été alité pendant 1 an. Et qu'on me changeait, je faisais tout au lit. J'étais un bébé, un gros bébé. Et ça, il fallait l'accepter. Bon, très souvent, il y a des personnes qui ne sont pas préparées à l'accepter.
pour rebondir sur quelque chose qui est commun à votre parcours, c'est que vous êtes tous sur ce qu'on pourrait appeler des handicaps invisibles. Et on sait que 80% des handicaps sont invisibles. Qu'est-ce que ça peut changer vous parlez tout à l'heure, Vanessa, du regard des autres, mais je pense que c'est d'autant plus parfois difficile à expliquer en fait le handicap quand on voit pas forcément comment ça se traduit en vous regardant comme ça, personne. Oui, en me voyant assis, on se dit non, celui-là il raconte sa vie, il n'est pas handicapé. Mais quand je vais me lever, je vais prendre ma canne, on va dire ah, mais donc les gens me disent souvent c'est quoi, t'as eu quoi, c'était au foot, c'était. Je dis non, c'était un accident. Accident de voiture, je dis non, vasculaire cérébral. Ah bon? Ah ben tu as de la chance. Je dis mais oui. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, il y a deux choses qu'il faut savoir. Ce que j'ai vu dans les hôpitaux et en centres de rééducation, il y a des personnes, soit vous acceptez la maladie, vous acceptez d'être un gros bébé, qu'on vous lave au lit, qu'on vous change, qu'on vous fasse tout, vous êtes un bébé. Hein. Je dis, comme vous changez votre bébé, c'est ça. Hein. Vous acceptez la maladie et vous vivez, soit alors vous refusez tout ça et vous vous laissez glisser, vous mourrez. Donc moi, je pense que j'ai accepté la maladie. J'ai accepté la maladie et je suis là. Et je suis là encore. Et puis, j'ai commencé l'année dernière une formation sur l'enseignement à la conduite et à la sécurité routière à l'ECF ici à Saint-Georges et Baillargeau. Et ma formation s'est arrêtée net. Pourquoi? Parce que mon permis de conduire ne cadrait plus avec ma maladie. Aujourd'hui, vous conduisez toujours? Mais aujourd'hui, je conduis. Pourquoi? Parce que j'ai dû revoir le médecin de la préfecture, la psychologue. J'ai conduit avec la directrice des territoires ici dans la Vienne pour qu'on remette mon permis à jour. C'est-à-dire qu'avec la notification 1002. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et beaucoup de personnes conduisent après la maladie, mais ne savent pas qu'il y a ça à faire. Donc, ça fait qu'au terme de mon association ASADA, au mois d'octobre prochain, je vais faire une conférence sur l'AVC et la conduite automobile. D'accord. Et elle se passera où cette conférence? Elle se passera soit sur Châtellerault, soit ici à Poitiers. Pourquoi sur Châtellerault? Parce que j'ai un ami, un petit frère ami qui est médecin là-bas, qui m'a promis de mettre un plateau technique avec des médecins, des kinés, des infirmiers, des aides-soignantes, afin que je puisse m'exprimer et donner beaucoup d'informations à ce niveau. Donc, grosso modo, j'ai envie de dire, je suis un battant. Je suis un battant de la vie, je ne me laisse pas tomber. Et puis, je passe ici la première fois pour faire un entretien, je crois que c'était avec toi, pour travailler pour le... Bon, je suis jeté. Je me dis, bon... Je suis jeté, je me dis, bon, écoute... j'ai une amie qui me dit, mais appelle-les pour savoir pourquoi est-ce qu'ils t'ont jeté. Après tout, moi j'ai confiance en toi. Je dis, mais écoute, je force pas, je n'appelle personne. C'est bien de savoir des fois, est-ce que c'est des choses à changer dans le comportement? Voilà. Moi je dis, je n'appelle personne. Je n'appelle personne, c'est comme ça, c'est tout. Et puis, une fois, je vois le téléphone qui sonne. Je dis, Monsieur Ambo, on a vu votre CV qui traînait chez nous, ça nous intéresse. Est-ce que je dis, mais écoutez, il n'y a pas de souci, je suis toujours là, je suis encore au chômage, il n'y a pas de problème. Je reviens donc ici, je repasse l'entretien. Ah, ben, on vous accepte. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, grosso modo, je suis très content de revenir là, de reprendre le chemin du travail 7 ans plus tard. Il a fallu que je me refasse psychologiquement, physiquement, pour reprendre le chemin du travail. Et merci de m'avoir accepté. Est-ce que Félix, Vanessa, vous voulez réagir sur ce handicap invisible, sur le regard des autres? C'est vrai que moi, ça n'a pas été facile en plus, parce qu'en fait, comment dire, vu que c'est un handicap, en fait, que je vais pas dire qu'on se crée soi-même, mais que c'est pas j'ai envie de dire, j'ai toujours différencié, c'est pas comme un cancer ou autre, même si ça se voit pas. Enfin, je sais pas, pour moi c'est différent et c'était compliqué en fait de se dire que... C'est difficile pour les gens aussi de se mettre en condition de se dire... Oui, alors, les gens, mais même moi-même en fait, au début je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez moi en fait, enfin, faut arrêter un peu, entre guillemets, faut déstresser un peu comme ce que me disent les gens, des stress. Je fais oui, merci, c'est gentil, si je pouvais je le ferais,
hein, mais c'est pas facile. Hein. Donc c'était dur déjà de l'accepter déjà soi-même, parce que voilà, même des fois, je pense que même des gens en fait que je côtoie, même des gens que je connais, des amis qui sont pas au courant, si je leur dis demain que ça fait déjà presque 5 ans que je suis reconnue en tant que personne handicapée, ils feront mais handicapée de quoi ou même des membres de la famille d'ailleurs qui sont peut-être pas au courant, parce que voilà, c'est pas déjà quelque chose que j'ai envie forcément de crier sur tous les toits quand c'est pas nécessaire, on va dire, et surtout c'est difficile en fait d'expliquer, parce que dès que je commence à parler de anxiété, stress, dépression, quasiment les gens, ah oui, la maladie du siècle, entre guillemets, bon, tout le monde passe par là, et puis voilà, oui, tout le monde passe par là, mais des fois, il y en a qui restent, malheureusement. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que on peut avoir tous dans notre vie des phases où on est déprimé, mais pas forcément voilà, on est dans la dépression. De toute façon, dans la vie, on passe, c'est un peu comme, je sais pas, l'exemple me vient de l'inflation, en fait. C'est un peu ça, en fait, il y a des hauts, des bas. C'est comment dire, le sujet en ce moment de société, c'est pour ça. Mais il y a toujours eu des moments qui vont mieux. Alors que vous, les troubles de l'anxiété, ils sont permanents, en fait. C'est ça, en fait. Après, même pour, comme j'ai envie de dire, les personnes normales, j'ai des hauts et des bas voilà, mais c'est vrai que souvent, en fait, c'est plus dans le bas que dans le haut, on va dire, pour certaines choses, en fait. J'ai développé aussi, je vais pas dire jusqu'à des tocs, mais presque, en fait, pour en fait m'empêcher de réfléchir, en fait. C'est ça, en fait. Je suis tout le temps, en fait, dans la réflexion poussée, mais des fois qui va trop loin, en fait, à s'imaginer des choses, à réfléchir. C'est ça aussi qui des fois déclenche des insomnies, parce que je suis dans le lit, je regarde le plafond et je pense. Des fois je me refais toute la journée, je dis non mais à un moment voilà quoi, mais on peut pas s'en empêcher. Donc c'est pour ça que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Comment dire, que ce soit regarder un film, une série, lire, faire le ménage, même mon compagnon il me dit des fois mais prends un peu de temps pour toi, c'est compliqué en fait, sinon je vais me poser et je vais me mettre à penser, à ruminer tout simplement, et au début c'est pas forcément des ruminations, ça va être des pensées classiques comme tout le monde, sauf que ça va penser jusqu'à en fait fatiguer, en fait au bout d'un moment. C'est vraiment fatigant en fait de penser tout le temps. C'est la charge cognitive, la charge mentale. C'est ça en fait, oui. Et le problème c'est que cette charge, en fait, des fois ça se répercute justement sur le corps, en fait. J'ai eu pas mal de blessures, en fait. J'ai eu de nombreuses tendinites, des entorses. Après, est-ce que c'est lié ou pas? Des fois, pas forcément, mais on a l'impression, oui, d'avoir que ça se répercute vraiment sur le corps tous les jours, en fait. Mais oui, c'est vrai que c'est pas facile, même pour c'est bête à dire, mais j'ai ma mère du coup qui est reconnue handicapée à 80%, et même elle, pour elle et pour mon père, ça a été dur au début de se rendre compte que non, c'est pas juste une petite phase un peu de déprime, c'est vraiment, il y a quelque chose. Et donc si ça a été déjà dur pour eux, j'imagine pas, voilà, pour des gens qui forcément ne sont pas au courant. Donc oui, c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait des fois développer un peu plus. D'où le fait que c'est important d'en parler, de sensibiliser, c'est ça, voilà, d'informer ce que c'est pour le comprendre. Voilà, que ça peut être, voilà, des périodes de vie, mais ça peut être aussi constant dans la vie de personne, on va dire. Félix, sur vous avez parlé tout à l'heure de parcours du combattant. Oui. Qu'est-ce que vous avez tiré de tout ça, de ce parcours, de cette expérience? Bien, tellement de choses que, par exemple, j'ai vu à quel point mes parents ils étaient impliqués dans mes soucis d'apprentissage, enfin. Je sais pas trop comment dire. Vous accompagnez en fait dans. Ouais. Ils ont toujours été là pour me soutenir, puis durant ma scolarité, il s'est passé des fois que les aménagements ils étaient pas toujours possibles, donc c'était. Pourquoi ils étaient pas possibles? Parce que c'était pas accepté? Ou parce que c'est. Non, manque de moyens,
c'est ça, c'est le manque de moyens de l'établissement pour mettre en place certaines choses. Du coup, vous avez dû, j'imagine, dans votre parcours, vous adapter tout le temps, en fait. Oui, c'est ça. Et même si certains établissements ont pu faire au maximum, ça m'a beaucoup aidé, le fait qu'ils aient pu mettre certaines choses en place. Ouais. Et comment on gère la relation avec ses camarades au collège ça dépend, parce que il y en a qui acceptent, il y en a qui comprennent pas forcément, et quand ils comprennent pas forcément, ça peut amener à de la jalousie, surtout au collège. Il y en avait qui étaient jaloux, quoi, parce que j'avais une AVS, j'avais quelqu'un qui m'aidait au niveau de l'écriture, donc puis un ordinateur. Oui, un ordinateur, donc il comprenait pas pourquoi j'avais besoin de ça. Et du coup, est-ce que vous leur expliquez, est-ce que les profs aussi faisaient de la sensibilisation sur ce Non, il n'y a pas eu de sensibilisation, malheureusement. C'est dommage, d'ailleurs. Ça aurait été très intéressant de faire de la sensibilisation. Ouais, d'expliquer pourquoi, justement, on te met à disposition certaines choses qu'eux ne peuvent pas avoir. Il n'y a que quand j'étais en lycée général qu'il y a eu une activité, justement, sensibilisation. Sinon, au collège, maternelle, école primaire, collège, il n'y a pas eu de sensibilisation. On parlait tout à l'heure du handicap invisible. Ici, à Distance Service, on fait de la sensibilisation, notamment à l'aide de vidéos. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces vidéos que vous avez vues ? Est-ce que ça vous avez compris ? Est-ce que ça a traduit chez vous ? Oui, c'est vrai que ça expliquait bien, je trouve, déjà les différents types de handicap. Comme on le disait, on a souvent en tête le handicap moteur avec le fauteuil roulant ou autre, alors que c'est comme vous le disiez avant, une très petite minorité en fait de tous les handicaps qui existent. Et c'est vrai que dans ce PowerPoint qu'on a pu voir, on parlait de plein de handicaps différents, de plein de caractéristiques différentes. On a même eu justement des vidéos pour des fois se mettre justement à la place d'une personne atteinte d'autisme ou de schizophrénie, et ça remet vraiment en place les choses, je trouve. Je sais pas si surtout toi Valérie, du coup t'avais vraiment ça t'avait vraiment comme tu disais touché. C'est vrai que j'ai été remué par deux vidéos, celle des personnes atteintes de l'autisme et celle où c'est le monde à l'envers, où c'est les personnes à mobilité réduite qui embauchent, qui se mettent à la place des personnes valides. Ça, c'est deux vidéos qui m'ont totalement remué. Et puis, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Pourquoi ça m'a remué ? Parce que j'ai deux frères. Chez nous, on dit frères. En Afrique, on dit frères. Mais deux cousins issus de Germain qui sont autistes. Et j'ai des amis aussi qui ont des enfants autistes. Et je savais pas ce qu'ils vivaient, ces enfants-là. Je savais pas ce qu'ils vivaient. Rien que de voir cette vidéo, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses, de voir un peu la souffrance que ces enfants-là peuvent avoir. Et ça m'a pas mal remué. Et je me disais d'ailleurs que j'aimerais bien leur faire voir un peu aux parents ce que ressentent ces enfants-là à ce moment-là. Ça va être faire cette sensibilisation. Et même autour de moi, quoi, parce que ce sont des informations qui sont très importantes, à mon avis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la vidéo, à quoi elle consiste, celle sur l'autisme ? Qu'est-ce qu'on voit en fait dans la vidéo ? Ce que j'ai vu, c'est comment est-ce que les personnes perçoivent l'ensemble des bruits qui sont autour d'eux.
autour d'elle. les Les lumières aussi. lumières, c'est visuel, c'est auditif, c'est affreux. Ces personnes se font le martyr. Et ça, on ne pouvait pas l'imaginer. Moi, je sais que souvent, quand je vois mes frères, bonjour, ça va, oui, ça va, machin. Mais j'ai d'autres connaissances qui ont un enfant autiste qui met souvent un casque aux oreilles. Et le casque, j'ai jamais compris. Ils me disent, non, c'est parce que le bruit le dérange. Mais j'ai pris connaissance de ce que c'est que ce bruit-là, comment est-ce que lui perçoit les choses. En sachant que ça reste une vidéo, donc on pourrait s'imaginer qu'il y a l'olfactif, les odeurs. Aussi, oui. Tout ça qui rentre. Il y a plein d'autres stimuli. Ouais, exactement. Aussi. C'est-à-dire que tous les 5 sens sont touchés. Hein. C'est affreux. Hein. Félix, tout à l'heure, vous nous parliez avant la vidéo d'une manière en fait de sensibiliser à la dyspraxie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Comment on pourrait se mettre en situation de un peu, parce que vraiment Oui. à petite échelle de ce que vous vivez. Eh bien, la meilleure façon, c'est que vous mettez un gant en caoutchouc à votre main gauche si vous êtes droitier, pour être totalement sensible, pour pas sentir le stylo. Et de la main droite, vous prenez une balle anti-stress et vous pressez cette balle anti-stress tout en écrivant de la main gauche. Et ça vous donne un aperçu de ce que un bref aperçu de ce que je vis au quotidien. Enfin, à chaque fois que j'écris. Okay, du coup, c'est un peu l'idée d'avoir une charge mentale, se concentrer, une extrême concentration pour écrire. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que du coup dans ce cas-là, l'ordinateur est vraiment un moyen de pallier à ça. Du coup, ça t'aide vraiment au quotidien quand il faut écrire. Ouais. J'ai fait plusieurs séances d'ergothérapie pour justement apprendre à bien utiliser l'ordinateur. Et puis au niveau du gain de temps, gagner du temps avec l'ordinateur, bien taper, parce que c'est pas efficace de taper avec une seule main. Quand on écrit à l'ordinateur, il faut utiliser ses deux mains pour gagner plus de temps et ça s'apprend. Et ça s'apprend, ouais. On parle d'ordinateur, est-ce que dans le milieu professionnel dans lequel vous êtes arrivé là, est-ce qu'il y a des adaptations qui vont être mises en place, qui sont mises en place ? Est-ce que vous nous en parlez ? Du coup déjà c'est par rapport notamment à la formation en fait qui est vraiment dans le concept en fait de l'inclusion, c'est-à-dire que c'est la formation en fait qui s'adapte à nous et pas à l'inverse, ce que je trouve vraiment une très bonne idée, parce que voilà, on n'avance pas tous au même rythme forcément. On a beau faire appartenir au genre humain, on est tous différents, donc avoir cette adaptation là. Un exemple tout bête, mais moi je sais que j'aime bien prendre des notes et à la fin pouvoir tout réécrire au propre, parce que déjà je suis très carré, mais aussi en fait le fait de réécrire, ça me permet en fait d'assimiler les choses qui ont été dites, les informations. Donc voilà, c'est une méthode, mais que on n'a pas forcément le temps de le faire dans d'autres formations, alors que là je pense que voilà, vu que c'est une de mes manières de travailler, ça va pouvoir être possible. Après voilà, je sais pas pour Valérie ou Félix en termes d'adaptation. Non, l'adaptation, je pense que dans toute chose, dans chaque chose, il faut savoir s'adapter. Hein. Je ne suis pas un être qui est la science infuse. Je m'adapte partout. Je m'adapte, j'arrive dans un nouveau métier. Et comme je l'ai dit au départ, ce qui est agréable ici, c'est que c'est le métier qui s'adapte à nous. C'est pas nous qui nous adaptons au métier. Et ce matin, quand on a été coupé tout à l'heure, je disais que lorsqu'on faisait un bilan de la semaine, j'étais en train de dire à Séverine que je me mettais une espèce de pression, c'est-à-dire que je suis resté sur la vie d'avant, je me mettais une pression pour aller vite et bien. Et là, je me rends compte que non, en fait, il ne s'agit pas d'aller vite. Il s'agit de faire les choses à mon rythme et les faire tranquillement. Donc,
la pression que j'ai eue avant, il faut que je la fasse, que je la laisse tomber et que je fasse des choses convenablement, tranquillement, sans se presser. Donc ça, c'est... J'allais dire que faire bien, c'est aussi faire bien pour vous, pour votre santé, Oui. c'est ça, Mais avant oui, tout. c'est ça. Le travail, il doit... Non, puis je pense qu'une fois qu'on fait bien pour nous, forcément après ça se Ça répercute sur le Tout à travail fait, en fait. tout à fait, oui. Donc c'est vrai que je rebondis là-dessus, je trouve que c'est une bonne façon de travailler, le fait que voilà pour l'instant c'est pas les objectifs, la production qui compte, en fait c'est vraiment d'apprendre un métier, d'apprendre des choses et de bien les faire, parce que moi j'ai déjà travaillé en tant que chargée de relations clientèle en énergie, même dans une autre entreprise adaptée en fait, où les choses n'étaient pas forcément similaires, et peut-être pas forcément autant de moyens mis en place, mais on a été quand même accompagné plus que dans une entreprise ordinaire. Voilà, la différence était quand même présente, c'est sûr, mais on parlait déjà d'objectifs, de production, que voilà, malgré le fait que ce soit une entreprise adaptée, qu'on puisse s'adapter à nous, il y avait quand même des choses à faire, ce qui n'est pas le cas là pour l'instant à distance service du coup. Félix, j'imagine que dans la formation, l'ordinateur, ce sera encore un outil essentiel. Oui, et ce que j'ai tendance à oublier d'en parler aussi, c'est que je fais des crises d'acouphènes aussi. Donc quand je suis exposé très longtemps à des bruits, à du bruit, et assez fort, je finis par entendre un son strident dans les oreilles. J'ai beau me boucher les oreilles, en fait, je m'aperçois que c'est plutôt à l'intérieur de l'oreille que ça se passe. Et donc, oui, ma dyspraxie est tellement présente que pour moi, les crises d'acouphènes, c'est secondaire, quoi. C'est pas... Oui, alors que ça pourrait perturber vraiment une personne qui a, j'ai envie de dire, que ça, et toi, en fin de compte, c'est... Non, mais après, on nous a dit qu'on aurait, voilà, même si on serait en appel avec les casques, on pourra régler justement le volume, notamment pour toi, du coup, Félix. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ouais. On arrive bientôt au terme de cette émission. Pour conclure, est-ce qu'on peut faire un petit mot sur l'importance de travailler, ou en tout cas d'être dans un environnement de travail, un environnement social aussi ? Je pense que c'est important parce que le travail fait partie de la vie, j'ai envie de dire, même voilà, socialement, voir des gens, être actif en fait. Je pense que, moi je le vois surtout dans mon cas, en fait, être inactif serait encore pire que ne pas être actif, parce que ce serait encore plus s'enfoncer en fait dans voilà, on a un problème, ça va pas, enfin voilà, c'est toujours dans la descente, alors qu'au moins même si c'est compliqué de trouver un travail adapté, au moins on essaye, on cherche, et surtout quand on finit par trouver, c'est génial de pouvoir se dire je suis pas comme tout le monde, mais j'arrive à faire quelque chose que tout le monde fait, travailler, réussir à subvenir à mes besoins. Ouais. Félix, Vous me disiez que c'était en gros votre première vraie expérience professionnelle. Ouais, j'étais très longtemps sans emploi parce que je n'ai ni le code ni le permis, donc pour trouver du travail c'est extrêmement compliqué. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une première expérience professionnelle ? Ça fait bizarre, j'ai l'impression de ne pas le vivre, de le rêver en fait. C'est vrai, j'ai l'impression de rêver en fait. Mais de faire un rêve éveillé, ouais. Pour redescendre sur Terre. Je pense que ça va être rude. Non, ça va se faire progressivement. Valérie ? Oui. Un mot de la fin ? Le mot de la fin, ce que je crois, c'est que moi, j'ai été actif déjà pendant longtemps. Comme j'ai dit, la vie s'est arrêtée brutalement, mais je renais de mes cendres. Même pendant cette difficulté-là, j'ai été actif au niveau associatif. Et par là, j'ai pas mal appris,
beaucoup appris. Et je continue d'apprendre puisque j'apprends qu'il y a une entreprise qui est une entreprise adaptée. Et ce que j'apprécie dans cette adaptation, c'est que c'est l'entreprise qui s'adapte au handicap. Ce n'est pas le handicap qui s'adapte à l'entreprise, qui est totalement différent de la vie de tous les jours. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est que je me mets toujours la pression pour aller vite, comme étant dans une entreprise, comme si j'avais des comptes à rendre. J'ai certes des comptes à rendre, mais je dois m'adapter à la vie de tous les jours. Et puis en fin de compte, pour tuer l'oisiveté, c'est une très bonne chose de se retrouver dans le monde du travail. Ça fait partie des thèmes que je développe dans l'association Asada. Voilà. Merci à tous pour votre présence, pour vos témoignages. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci. Et on se retrouve pour une nouvelle émission. Au revoir. Bientôt. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit la même chose. J'espère que ma conclusion était bien. C'était très bien, mais lui, il va refaire. Aujourd'hui, Je suis relou. c'est vendredi, c'est...